les infos. Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, vous avez bien fait de choisir la radio Garquois pour vous informer. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Mustapha Menassara et Sarah Garba. Au sommaire de ce journal, le gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a subi un réaménagement. De nouvelles nominations et des réajustements ont été faits. Les détails dans ce journal. 4 groupes armés ont été présentés hier à la presse. C'est à Issa, département de Madarumfa. Leur mode opératoire consiste à kidnapper ou servir d'informateurs aux kidnappeurs. Les précisions dans un instant. La campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée ce matin à Maradi, une campagne qui concernera 9 075 000 enfants. Connaissez-vous l'historique de Gao Barkia de Maradi? Restez à notre écoute. Alkama Tomo Mombachou nous fera découvrir l'historique de ces sites dans son reportage. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a signé hier un décret portant réaménagement de l'équipe gouvernementale. Ce remaniement marque l'entrée de 8 nouveaux ministres portant à 26 le nombre total des ministres contre 21 de la précédente composition. Au terme de ce réaménagement du gouvernement, les entrants sont ministre de la Jeunesse et des Sports Mohamed Sidi Mohamed Al-Mahmoud, ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des Valeurs Sociales, M. Ali Ben Salah Hamouda, ministre de la Population, de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale, professeur Sidikou Amadou Germain Kouesseni Ramatou, ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle, professeur Farmo Momoni, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, colonel Abdelkadri Amadou Daouda, ministre de la Communication et de Nouvelles Technologies de l'Information, M. Haji Ali Salatou, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdoulaye Sedou, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, M. Mohamed Sidi. Sur la nomination de Sidi Mohamed Al-Mahmoud au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports, les jeunes se réjouissent de cette représentativité. Sidi Mohamed Al-Mahmoud est jeune et également président du Conseil national de la jeunesse du Niger, pour Yacoub Alabo du Conseil départemental de la jeunesse de Guidarumji. C'est un poste donné à une personne qui connaît bien les maux qui assaillent la jeunesse du pays. Suivez sa réaction. De satisfaction, cela ressuscite l'engagement de la jeunesse nigérienne en faveur de cette refondation. Nommer un jeune, c'est quelque chose, je pense que dans les débats, dans les échanges, c'était même une de nos revendications à un certain moment dans les couloirs pour que ce ministère soit géré, pour que ce ministère puisse avoir des résultats. Il faut quelqu'un qui vit la réalité. Il faut qu'un jeune, pour diriger, en tout cas ce ministère, pour nous, il a tous les moyens. Il a également la connaissance des défis de la jeunesse nigérienne, donc il peut être à la hauteur. La jeunesse a bataillé pour la refondation. Voilà une nomination d'un jeune au poste du ministre de la Jeunesse et des Sports. La récompense est eue. Nous pouvons dire qu'on ne regarde pas ça sur cet angle de la récompense, parce que pour nous, on est plus nombreux. Nommer un jeune à un poste du ministre, nous ne pensons pas que c'est une récompense pour la jeunesse. Non. C'est aussi notre droit de participer dans la gouvernance de ce pays. Donc nous, au niveau du Conseil, au niveau de la jeunesse, pour nous, cela, ce n'est pas une récompense. Nous avons des talents, il faut impliquer les jeunes dans les instances de prise de décision. Avec cette nomination, on peut supposer que tous les maux qui assaillent la jeunesse nigérienne peuvent dorénavant être résolus. Vous savez, nous sommes dans un processus de refondation. Je ne peux pas me permettre de dire que la nomination tout de suite et maintenant du président Sidi sera la fin du calvaire que vit la jeunesse nigérienne. Non, ça je ne peux pas avoir cette prétention. Mais ce que je sais, le président Sidi connaît les défis actuels de la jeunesse nigérienne. Donc en tant que ministre,
nommés par le président de la République, je suis sûr et certain, au niveau de ces ministères, il y a des politiques qui sont là, pas seulement au niveau du ministère. Rien que le Conseil de la jeunesse, avec notre ambitieux programme ou projet, le retour de la jeunesse à la terre, je pense que si on fait la synergie, le ministère de la jeunesse qui est la tutelle du Conseil, je vous assure que beaucoup de choses seront faites. C'est un défi. Parce que ce poste du ministre, ce n'est pas pour le président Sidi. C'est un poste pour toute la jeunesse nigérienne et c'est un défi. On a nommé 26 ministres. Mais je vous assure que peut-être ils sont 2 à 3 dont les yeux sont braqués parce que c'est eux qui sont des... 4 groupes de bandits armés spécialisés dans le vol transfrontalier de bétail et les enlèvements ont été arrêtés par la police et présentés hier aux autorités. Il s'agit d'une dizaine de ressortissants nigériens et nigérians interpellés par les forces de défense et de sécurité déployées le long de la frontière avec le Nigeria, une zone en proie à une insécurité résiduelle depuis plusieurs années. Selon le directeur de la police de Dan Issa, Ibrahim Umaru, ces arrestations sont le fruit de plusieurs mois d'enquête ayant permis de neutraliser ces groupes criminels. D'abord, il y a un premier groupe qui est spécialisé et qui s'adonne depuis plusieurs années au vol à main armée transnationale de bétail, au kidnapping ou encore enlèvement suivi de demandes de rançon. Mais ce groupe a particulièrement attiré notre attention en ce sens qu'on est sur leur trousse depuis août 2024. En août 2024, exactement dans la nuit du 6 au 7 août 2024, ils ont fait une attaque au village de Dantamande, où ils ont volé 9 détails, ils ont enlevé 3 femmes. Il a fallu vers la fin du mois du carême, exactement le 16e jour du mois du carême, nous sommes informés de ce que Bao Soja, il fait des va-et-vient sur la frontière. Alors le 3 avril exactement, il s'est présenté sur un site aurifère vers 18h, sûrement pour étudier l'endroit et passer à une action. Par la grâce de Dieu, nous avons pu l'interpeller. Il l'avait soumis à un interrogatoire. Au cours de cet interrogatoire, il a dénoncé 9 personnes. Sur les 9, nous avons pu interpeller ce premier groupe, les 5. Il y a 4 donc qui courent dans ce groupe. Maintenant, le deuxième groupe, le samedi exactement, passé le 13, ils ont traversé la frontière. Eux, ils font partie du groupe du célèbre Abdoulankay. Et leur rôle, c'est la garde des otages ou des kidnappés, comme on veut. Donc, c'est eux qui soumettent les otages à torture pour qu'ils crient et à distance, les parents vont entendre pour pouvoir donner l'argent des rançons. Dans la bande, il y a des Nigériens aussi, au nombre de 4, que nous sommes en train de chercher. Le troisième groupe, ils sont tous de nationalité étrangère, ils sont du voisin d'à côté. Donc avec ce matériel militaire que nous avons exposé, ils ont traversé la frontière avec leur paquetage individuel. À travers une bretelle que nous utilisons comme poste d'observation de la ligne frontalière, de là, il y a un agent qui les a aperçus déposés par une moto au nombre de 4. Ils ont été interpellés tout de suite et conduits au PPF Farou. La fouille de leurs bagages a permis de découvrir ce matériel que vous voyez. Soumis en interrogatoire, ils nous ont dit qu'ils sont invités par un compatriote à nous, qui est résident à Maradi, qui au passage a été aussi interpellé. Ils disent que c'est pour couvrir un événement festif chez lui. Maintenant, le dernier groupe, ça c'est une mise à disposition de l'opération Yarda, avant-hier matin seulement, vers 9h. Ils nous ont conduit un premier suspect qui a été soumis en interrogatoire toute la nuit. Alors le matin vers 5h, il a craqué aussi. Il nous dit qu'en réalité, il fait partie d'une bande de vol transnational de bétail. Mais que eux, leur rôle consiste à garder le bétail des chefs là. C'était là donc le directeur de la police de Issa Ibrahim Umaru par rapport à la présentation de ces 4 bandes de bandits armés. De la sécurité, passons à présent à la santé. C'est avec le début ce matin sur toute l'étendue de la région de Maradi de la campagne de vaccination contre la rougeole. Ils sont 975 000 enfants cibles de 6 à 59 mois à recevoir les doses de vaccin de lutte contre cette maladie. La rougeole est une pathologie virale hautement contagieuse qui touche principalement les enfants mais peut aussi affecter les adultes non immunisés. La campagne qui durera une semaine a été lancée
ce matin. Yaoulado, chef service des immunisations à la direction régionale de la santé et de l'action sociale avec les précisions. C'est une occasion qui a été donnée pour tous les enfants qui n'avaient pas reçu la vaccination contre la rougeole pendant la vaccination des routines. Donc les enfants de 9 à 59 mois pour certains districts et 6 à 59 mois pour Guidarumji et Madarumfa. Donc c'est pour rattraper en tout cas ceux qui n'ont pas reçu. Et ceux qui ont déjà reçu, c'est l'occasion de leur faire leur deuxième dose. Puisque avec la deuxième dose de vaccination contre la rougeole, on a la possibilité d'avoir une immunité de masse. Ça veut dire que même s'il y a épidémie, même si des cas de rougeole arrivent dans notre pays ou bien d'une autre contrée, juste c'est la personne qui vient, qui a la maladie qui va faire la maladie. Donc il n'y a pas possibilité de faire extension, de faire foyer et d'attraper vraiment d'autres enfants de localité. On peut estimer à combien le nombre d'enfants qui sont supposés avoir cette vaccination? Pour la région de Maradi, nous avons environ 975 000 enfants de 6 à 59 mois. Et vous avez évoqué dans votre intervention des spécificités par rapport au département de Madarumfa et Guidarumji. Nous savons que ce sont vraiment des zones qui font face à l'insécurité. Comment est-ce que ça va se passer cette vaccination? Étant donné que ce n'est pas la première fois, vous avez souvenance, on a fait fièvre jaune, plus grande que ça, et puis ça s'est très bien passé. Avec l'appui des forces de défense et de sécurité qui nous appuient vraiment, il faut les saluer au passage. Et c'est avec leur détermination et la détermination de l'équipe cadre et la contribution aussi de la population de ces zones qu'on arrive à vacciner les enfants de ces localités-là comme les enfants des autres localités qui n'ont pas de problème de sécurité. Aucun n'est raté là-bas, même dans ces zones-là, tous les enfants sont vaccinés. Une sécurisation des équipes de vaccination est faite alors? Évidemment, parce que sinon, sans la sécurisation, dès qu'on vous dit qu'il y a les forces de défense qui sont là, qui nous accompagnent, ça veut dire que tantôt c'est eux qui font la vaccination, tantôt ils escortent les équipes de vaccination, tantôt ils sont aux aguets. Bref, en tout cas, la sécurisation, elle est au point pour permettre vraiment la vaccination de cette. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, nous vous emmenons à la découverte de l'histoire de Gao Barké, un site emblématique qui témoigne de la richesse du patrimoine culturel de Maradi. Gao Barké est un site historique qui revêt une importance particulière dans l'histoire du Niger. Alkama Tomomo Bachir s'est intéressé à ce sujet. Nous l'écoutons dans son reportage. Pour mieux comprendre l'historique et l'importance de Gao Barké, nous nous sommes rendus à la direction régionale de l'Institut de recherche en sciences humaines. Le directeur Issoupa Habou Magaji nous raconte. Le Gao Barké, c'est un arbre majestueux et rempli d'histoire. Donc, si nous prenons l'histoire du Kassina Maradi, entre-temps, dans la vallée du Goulibi, les Peuls maltraitaient les Kassinawa. Ils prélevaient des taxes, ils les forçaient à travailler sans rémunération, donc les travaux forcés. Ils violaient les femmes. Donc les Kassanawa ont vu cette humiliation et ils ont décidé de se libérer du joug des Peuls. Et c'est ainsi qu'un comité de 6 guerriers ont organisé la révolte. Donc c'est sous ce Gao-là que la révolte s'est organisée. Toutes les réunions du coup d'État ont été organisées sous le Gao Barké. Barké, c'est lui le propriétaire du Gao. Donc c'est un comité de 6 guerriers. Il y a Barké en tête, il y a Gadabo, il y a Chalou, il y a Barcheme comme ça, il y a Nakumbo et Dankasso. Donc ils ont décidé de trancher la tête de Mani Acha. Et c'est Gadabo qui a pris la décision. Il s'est choisi comme volontaire. Donc, il a exécuté Mani Acha. Donc, après lui trancher la tête, les Kassanawa se sont révoltés. Gao Barké est plus qu'un simple monument. Autrefois, il a joué un rôle important dans la révolution des Katsinawa contre le Peul. Et ce site emblématique qui a duré plus de centaines d'années a été emporté par le vent. Issoupa Habou Magaji de l'Institut national de la recherche en sciences humaines. On peut dire que le Gao a plus de 221 ans. Donc des événements de 1807 à 2007. Le Gao était tombé en 2007, plus précisément le 16 juin 2007, à la suite d'une tornade. Donc le vent a terrassé les Gao. De 1807 à 2007,
Le Gao avait 200 ans. C'est après être tombé que le sultan de l'époque fait à son homme et l'âge Marima Alzaki l'a fait un don d'un tronc du Gao Mbarki à l'Institut de recherche en sciences humaines. C'est un arbre majestueux qui a contribué à la reconquête du sultanat de Katsina. La journée internationale des monuments et des sites est une occasion de réfléchir sur l'importance de préserver notre patrimoine. Même si les plans de Gaombaki n'existent plus, l'endroit est quand même un trésor à protéger pour les générations à venir. À l'image de Gaombaki, beaucoup d'autres sites historiques sont à valoriser, tels que les Gawang Sahori. Merci Al-Kamatou Bachir pour ce reportage sur l'historique de Gao Mbarki de Maradi. Messieurs, dames, c'est sur ce reportage que prend fin Garkwa Info Midi de ce 18 avril 2025. Journal réalisé présenté par Mustafa Menassara et Sarah Issoufou. À la cabine technique, c'était Mamadou Kanta.